Bonjour, je vous retrouve pour le bilan lecture du mois de février et je savais que j'avais beaucoup lu en février. Merci les vacances et merci les challenges lecture. Mais je ne pensais pas que j'avais autant dégommé ma pile à lire, même si ça se voit pas parce que j'ai acheté beaucoup trop de livres en février. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même énormément lu et je suis trop contente. Et donc c'est parti déjà pour ce bilan lecture. Alors on va commencer avec les statistiques. J'ai donc lu 13 livres. Sur ces 13 livres, il y a, et je suis plutôt contente du ratio, 8 livres écrits par des femmes et 5 livres écrits par des hommes. Donc vraiment contente de ce ratio avec plus de femmes que d'hommes. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo du mois de janvier, du bilan lecture du mois de janvier, qu'il y avait forcément des hommes et qu'il y en aurait toujours parce que j'avance des sagas, notamment La Roue du Temps, des sagas donc, qui sont écrites par des hommes et j'ai envie de savoir la fin. On ne tendra pas vers une totalité d'autrices, même si se rapprocher de ce but est un challenge qui me donne envie. Et ça fait bien longtemps que j'ai pas fait des mois où je ne lisais que des autrices et peut-être que je referai ça très prochainement. Et donc en termes de genre littéraire, j'ai lu, mais ça c'est pas un scoop, 8 livres de SFFF, donc c'est toujours le genre prédominant. J'ai lu 3 livres de littérature blanche et là je suis très contente, 2 essais. Donc c'est pas énorme en termes d'essais, mais il y en a déjà comparé au mois précédent et surtout ça me remet un peu le pied à l'étrier. Et c'est vrai qu'avec les challenges de lecture, c'est un peu facile d'en lire parce qu'en fait, il faut lire assez rapidement. C'est pas des livres qu'on lit rapidement, moi je trouve, les essais. Et forcément, du coup, j'en lis un peu moins à cette période-là. Et j'ai décidé de mettre une nouvelle catégorie dans ces statistiques pour un peu faire le point, pour vous préparer, mais surtout pour me préparer à la vidéo du mois d'août sur le bilan de mes sagas. Donc j'ai décidé d'inclure 3 nouvelles catégories, à savoir nouvelle saga commencée, saga continuée et saga abandonnée ou terminée. Malheureusement, il n'y a pas grand chose dans cette catégorie encore. Quand j'ai lu plusieurs livres de la même saga, ça compte que pour une, je prends la saga. Et si j'ai lu la saga et que j'ai enchaîné les tomes, je mettrai quand même dans saga commencée, parce que je l'ai commencé ce mois-ci. Bref, donc pour les chiffres, ça donne 3 sagas commencées pour 3 sagas avancées et donc je vous le disais, 0 saga terminée ou abandonnée. C'est quand même énorme. Alors il y a des sagas que j'ai bientôt terminé, des sagas où il me reste juste un titre pour la terminer, mais ça fait quand même 3 nouvelles sagas commencées. Ce qui est énorme. Je vous avais dit, je crois, dans une précédente vidéo que le nombre de sagas allait au moins doubler parce que franchement, là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai commencé plein de sagas. Bref, on va commencer par les livres de SFFF, puis par les livres de littérature blanche, puis par les essais. Donc toujours le même format. Et on va aller, promis, de manière assez rapide sur les livres que j'ai déjà présentés en vidéo. Un bilan lecture sans mentionner La Roue du Temps, ça serait pas un bilan lecture de cette chaîne. Je vous présente que le 22, mais j'ai lu aussi le 23. Et on est à peine début mars quand je tourne ce bilan lecture, mais j'ai aussi lu le 24, mais je vous en reparlerai au mois de mars. Et enfin, il se passe des choses. Alors dans la fin de celui-là, il se passe quelques petits éléments qui donnent des prémices de ce qui va se passer. Et dans le tome 23, c'est le premier tome écrit aussi avec Brandon Sanderson, je vous le mettrai dans l'écran. Et ce tome 23, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il était magistral. Je peux pas vous dire ce qui se passe parce que ça spoil, mais oh mon Dieu, vraiment, si vous lisez pas La Roue du Temps, venez, je vous en parle, je vous fais partager ma joie de ce tome 23. J'ai tellement adoré. Vraiment, les événements se précipitent, on a plein de réponses, on a plein de nouveaux enjeux, de nouvelles intrigues, de nouveaux personnages, des anciens personnages qui promettent de faire leur retour. J'adore. Et vraiment, j'aime bien cette idée qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin, toutes les petites pièces du puzzle qu'on a depuis maintenant 23 tomes se mettent en place, s'agencent et on se dit « Ah mais oui, c'est ça !»
Et comment j'ai fait pour pas le voir avant. Vraiment, j'aime beaucoup. Rand tourne de plus en plus en un Rand maléfique, méchant. Les personnages ont une évolution assez remarquable. Alors pas forcément dans le bon sens du terme ou dans la bonne direction, mais ils ont une évolution qui me semble intéressante et très très loin des personnages qu'ils étaient en fait au début. Donc voilà, ça compte comme saga continuée avec 2 tomes, soit à peu près l'équivalent d'un intégral. J'ai un peu foiré le découpage à un moment donné parce que là je vous présente la fin d'un intégral et le tome 23 c'est le début d'une nouvelle intégrale. Mais c'est pas grave. Donc saga continuée, saga que j'aime beaucoup et que vraiment j'ai à la fois très hâte de terminer pour avoir le fin mot de cette histoire, mais en même temps pas du tout parce que ça va laisser un trou béant dans ma pile à lire et dans ma routine un petit peu de la semaine. On continue avec un livre dont je vous avais présenté en vidéo, j'en avais fait un vlog. Il s'agit d'Archives de l'Exode de Becky Chambers. C'est pareil, on est dans une saga continuée parce qu'ici on est sur le tome 3 de sa saga des voyageurs que j'ai adoré, mais vraiment ça a été un coup de cœur. J'ai pas encore décidé quelle a été ma meilleure lecture du mois de février, mais ça va être trop dur de choisir, mais vraiment entre le tome 23 de La Roue du Temps et celui-là, mon cœur balance. Et ce que j'aime dans cet ouvrage, c'est les thèmes politiques qui sont abordés, les personnages, cette galerie de personnages, cette galerie d'événements, ces possibilités d'histoire, ces destins qui sont à la fois opposés, voire contradictoires, mais en même temps qui a un vivre ensemble. J'ai vraiment adoré. Je ne vais pas en reparler plus que ça parce que franchement je pourrais m'étendre sur les thèmes de Becky Chambers à l'infini. Je vous renvoie vers cette vidéo, sachant que ce que j'aime vraiment beaucoup chez Becky Chambers, c'est cette positivité et l'identité queer qu'elle injecte dans ses romans qui les rend très militants et qui fait beaucoup de bien à lire et pour dessiner une nouvelle société, une société en fait possible après la fin de toutes les dominations que l'on connaît. Et ça fait beaucoup de bien au moral. Donc je vous conseille encore une fois d'aller découvrir Becky Chambers et mon vlog. En autre lecture de SFFF que j'ai lu ce mois-ci, c'est Harry Potter. Alors je vais pas m'étendre parce que pareil j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous racontais que je n'avais quasiment pas lu Harry Potter. J'avais lu le 1 et le 2 enfant et un tout petit peu adulte et que j'ai jamais persévéré au-delà et que de la même manière, je sais pas comment me mettre pour qu'on voit tout, la différence de taille et d'épaisseur c'est énorme. Je n'avais jamais lu Hunger Games, j'avais vu que les films et donc dans cette vidéo je lisais les deux et je vous donnais mon avis. Alors avis qui est quand même très limité parce que... limité, avis qui est quand même très attendu plutôt parce que j'ai vu les films pour Harry Potter, je vous disais, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc en fait je savais à quoi m'attendre et donc forcément vous savez à peu près qu'est-ce que j'ai aimé ou pas dans ces livres, mais de manière très succincte. Je ne vous ferai pas l'affront de vous résumer de quoi parlent Harry Potter et Hunger Games. Mais dans Harry Potter, j'ai bien aimé ma lecture, j'ai bien aimé retrouver cette ambiance et j'ai vu très peu de différence avec les films dans les 2 tomes, parce que je vais y arriver. J'ai lu aussi le tome 2, donc La Chambre des Secrets, j'ai pas dit, à l'École des Sorciers pour le tome 1 et La Chambre des Secrets pour le tome 2. Donc j'ai vraiment bien aimé ces 2 livres, deux histoires de films dont je me rappelais vraiment très bien avec pas mal de détails, je vais y arriver, et donc j'ai pas été surprise dans ma lecture. Je suis toujours très étonnée du niveau quand même d'exigence que demandent ces lectures pour des lectures jeunesse. J'aime vraiment beaucoup et maintenant j'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'arriver dans les tomes suivants que j'ai jamais lus et que j'ai vu que les films, et en plus je m'en rappelle pas très bien parce que je crois qu'à chaque fois je repars du tome 1 pour les films. Donc j'ai hâte d'arriver à des tomes un peu plus matures ou un peu plus adultes pour voir où va nous mener cette histoire. Et le thème qui m'avait déjà marqué à l'époque, mais qui me marque peut-être encore plus, c'est cette histoire de hiérarchie et de pureté de race qui est quand même importante, notamment dans La Chambre des Secrets. Et je trouve ça
intelligemment fait pour des enfants pour aborder les thèmes notamment du racisme. Donc du coup ça compte comme nouvelle saga commencée et j'en suis au tome... il faut que je lise le 3 sur les 8, je crois qu'il y en a 8. Bah on y va, hein, on va faire ça. Et de la même manière dont je vous disais, j'ai lu Hunger Games, et contrairement à Harry Potter où j'avais pas mal de souvenirs du film, là j'en avais aucun. Et donc j'ai vraiment redécouvert, j'ai englouti le livre, je l'ai dévoré. J'ai vraiment trop aimé tout, même l'histoire d'amour en fait. J'ai trouvé ça beaucoup moins niais que dans les films, beaucoup plus accrocheur, je sais pas, j'ai largement préféré. Pareil, je vous fais pas l'affront de vous raconter Hunger Games. J'ai tellement aimé que même si c'est donc une nouvelle saga commencée, j'ai lu le tome 2 déjà en mars. Je vous rappelle, on est le 8 mars au moment où je filme cette vidéo. Et que je suis en train de lire le tome 3. Parce que je veux le fin mot de cette histoire, moi, de cette rébellion. Qu'est-ce que ça va donner? Je me rappelle absolument pas du film 3. Mais vraiment, j'en ai aucune idée. Et je me demande si je l'ai lu. Enfin, si je l'ai vu, pardon. Donc voilà pour cette autre saga que j'ai vue. Et de la même manière, vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai mentionnée. J'aime vraiment beaucoup. Et j'aime vraiment ce concept d'aller découvrir des sagas. Alors là, de fantasy, science-fiction qu'on a lu normalement dans notre adolescence. Mais je me dis que je ferais bien la même chose avec les sagas de SFFF écrits par des femmes, les sagas de SFFF qui ont marqué telle ou telle époque, qui sont censés être précurseurs du genre. Voilà, j'aime bien cette thématique d'aller un peu retourner aux sources et je vous en parlerai dans ma vidéo bilan de mars parce que je suis en train de relire Dune et que ça implique beaucoup de choses. Donc voilà pour une nouvelle saga commencée et quasiment terminée. Ce qui m'amène à cette autre lecture de SFFF qui rentre donc dans saga avancée, continuée, parce qu'il s'agit d'Absolu, le tome 2, Les Effacés de Margot Desaignes, que j'ai vraiment bien aimé. Alors moins que le tome 1, j'ai été un petit peu moins dedans. J'ai plus eu du mal à rentrer dedans. Mais je pense que c'est parce que je l'ai lu en vacances et que j'avais un rythme très découpé, très morcelé. Et je lisais 10 pages et je faisais autre chose, j'étais interrompue. Donc ça m'a moins laissé le temps de rentrer dans l'histoire. Mais je crois que je suis tombée amoureuse d'Alexander. Vraiment. Et jusqu'à maintenant, je comprenais pas trop le concept de BookBug Friends. Et là, je crois que je commence à comprendre. Ici, on retrouve donc les absolus, les mobilisés à la fin du tome 1. Il s'est pas passé beaucoup de temps. Ils sortent de la zone et on a 3 clans qui se dessinent. En fait, 3 groupes d'histoires et qui vont s'entremêler. On a donc tout d'abord Susanna qui va rejoindre un groupe un peu mystérieux et j'ai envie de dire mystique, de savants un peu fous qui ont que des personnes qui ont muté parce que la zone peut faire ça et en fait on apprend pas mal de choses sur pourquoi ils ont muté, pourquoi certaines personnes mutent, pourquoi il y a la zone, qu'est-ce que c'est que la chose. Et j'ai trouvé ça intéressant comme début de question, même si, et je le développerai plus tard, ça a soulevé tellement d'autres questions. On a un deuxième groupe de personnes avec Alexander et Lise qui essayent tant bien que mal de reprendre une vie normale, on va le formuler comme ça, mais qui essaient de se rebeller et de faire réintégrer les mobilisés dans la vie civile, dans la vie un peu normale, et qui se rendent vite compte qu'en fait c'est pas possible et que tout ça les dépasse politiquement et qui vont essayer de se rebeller un peu de l'intérieur. Et les prises de conscience d'Alexander avec cette famille qui est totalement dysfonctionnelle et la description des yeux d'Alexander et de son frère, ces yeux bleus glaçants, moi j'ai été vraiment glacée à chaque fois qu'ils étaient mentionnés. Et troisième groupe, on a le groupe de Prime. Oh mon dieu, mais autant je l'aimais bien dans le tome 1, autant dans le tome 2, je devais me faire violence pour le supporter et me dire, Aurélie, n'oublie pas, déjà c'est une fiction, et n'oublie pas surtout qu'il est censé avoir genre max 18 ans, genre c'est un de tes lycéens. Il agit comme un lycéen et en fait il vit dans cette société, il vit dans une société totalitaire, dictatoriale, et lui on lui a toujours inculqué que les décisions prises par les dirigeants étaient les meilleures, donc il les remet pas en question, et là il remet pas en question
ce qu'on lui demande de faire, donc d'être le pantin médiatique en fait pour servir la cause du gouvernement et montrer aux yeux de la population que ça y est, la mission des absolus avait réussi, qu'ils étaient tous réintégrés à la vie normale, etc., etc., alors que ce n'était pas le cas, ils étaient enfermés, privés de liberté, voire torturés pour leur soutirer des informations et ou pour des recherches scientifiques avec plein de guillemets. Et donc Prime ne remet pas ça en question, il fait un peu sa vie en mode oui je vous crois, je vais faire ce que vous demandez. Donc jusqu'à un moment où on a envie de lui dire merci mec, t'aurais pu le faire avant. Et voilà, il est dans cette vague très... dans cette vague, parce qu'en fait il y avait beaucoup d'échos au film et au livre, la vague où on a ce processus qui est bien montré, totalisant, qui enlève la capacité critique d'un individu, qui lui annihile tout esprit critique. Et c'est clairement ça pour Prime, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait du coup. Mais voilà, j'avais envie de le secouer. Bref, pour mon avis, j'ai été un peu moins dedans, comme je vous le disais, moins intéressée au récit, parce qu'en fait, ce qui faisait la force du tome 1, c'était les secrets qu'on ne savait pas et qu'on découvrait en même temps que eux, et le monde construit. Et du coup, en fait, là, ils retournent à Varsovie dans une dictature, et on s'ennuie un peu avec les pages d'Alexander Elise. On est là, oui, ok. Prime, moi, j'avais envie de le secouer. Et Susanna, ça soulevait tellement de questions que j'étais un peu perdue. Et quand on a des réponses, ça en soulève tellement d'autres questions que... Bon, en fait, j'ai envie de lire le tome 3 pour avoir les réponses à mes questions. J'ai envie de savoir. C'est ça, en fait. Même si le rythme était moins haletant, même si j'étais moins embarquée, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Et j'ai pas pleuré cette fois-ci, ce qui est quand même bien, vu que j'avais tellement pleuré avec le tome 1 que j'ai posé le livre. Mais là, j'ai bien aimé. Mais c'était pas incroyable. Par contre, ce qui est incroyable... Voilà, j'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte d'avoir toutes les réponses à mes questions. Donc le tome 3 n'étant pas encore paru, je vais attendre et essayer de ne pas oublier les questions soulevées par ce tome-là et le tome 1. Et donc dernier livre de SFFF que j'ai lu, et c'est un one-shot et c'est tellement rare que du coup je me dis que c'est peut-être pas mal que j'en lise plus et que j'arrête de commencer des sagas. Il s'agit donc Maître des Djinns de Pédialy Clark, qui est un thriller policier fantasy. Déjà j'adore. Uchronique. Uchronique parce qu'en fait on est en Égypte en 1912 et l'Égypte a réussi grâce au Maître des Djinns initial à faire ressortir la magie et à la domestiquer. J'aurais pas mieux comme phrase. Et grâce à ça, elle a pu bouter les colonisateurs anglais et français. Elle est une des nations les plus développées. Et qui dit nation développée dit aussi une nation dont les mœurs ont changé. Et il y a beaucoup de choses autour de la cause féministe. Et c'était vraiment très bien avec des questions sur porter le foulard ou pas dans une société coranique. Et j'ai trouvé ça subtilement bien fait comme débat, avec du respect des deux camps et essayer de comprendre les arguments des deux camps sans que les personnages et donc l'auteur tranchent. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce débat-là et le voir dans un livre, c'était très bien fait pour une fois. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Je ne vais pas m'étendre plus que ça parce que j'en ai parlé dans un vlog où je vous parle de mes voyages récents et de mes lectures récentes, donc je vous renverrai à cette vidéo. Mais vraiment, rien que pour le cadre et la société inventée, lisez-le, premier argument. Deuxième argument, lisez-le parce que c'est un thriller slash policier de fantasy et ça c'est assez rare pour valoir le détour. Et moi je vous renvoie à cette vidéo et nous passons ensemble au livre de littérature blanche. Donc dans cette même vidéo, comme ça vous aurez à la suite... En littérature blanche, j'ai lu Les Presque Sœurs de Chloé Cornet, qui est beaucoup plus léger que tous les livres que je viens de vous présenter, où elle retrace le parcours sur plusieurs niveaux de 3 jeunes filles de sa famille, 3 enfants en fait, 3 filles, et 3 de leurs amis d'une autre famille qui sont juifs dans les années 41 à 42 en France. Et elle retrace, grâce à ce parcours, l'histoire aussi des institutions qui visaient à encadrer, pour pas dire protéger, les enfants juifs et les débats qui se posaient autour de ces institutions. Et en plus de ce parcours biographique de ces 6 petites filles,
c'est aussi un moment pour elle de travail de mémoire, parce que ça fait écho à pas mal de choses dans son histoire et aussi dans l'histoire de sa famille. Et j'ai trouvé cette double analyse, ce double niveau de lecture très intéressant. J'ai beaucoup aimé en apprendre davantage sur cette période et sur des aspects de cette période que je ne connaissais absolument pas. Et aussi, c'était intéressant parce que comme je le disais dans la vidéo, ça faisait écho à des choses que j'avais vues. Et ça, c'est une sensation que j'aime bien en littérature. Cependant, au début, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le récit. J'ai trouvé ça très difficile de savoir qui était qui et de bien identifier les personnages. Et je m'attendais à quelque chose de plus romancé. Ce n'était pas le cas. Donc j'ai bien aimé pour le côté limite un peu essai d'en apprendre davantage sur cette période. C'était une bonne lecture. Et si vous voulez plus de détails, encore une fois, je radote. J'ai fait toute une vidéo où j'en parle beaucoup plus longuement, comme pour Atteindre l'aube de Digli, livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et décidément, j'ai fait que des bonnes lectures en février, et ça c'est plutôt chouette. Donc j'ai bien aimé, j'ai eu du mal à arrêter de lire, ce qui est plutôt bon signe. Et dans Atteindre l'aube, Digli, de manière très succincte, dans ce résumé, va raconter avec l'idée que l'écriture peut aussi guérir, peut être un moyen d'expier ses sentiments et ses douleurs. Donc après la mort de sa grand-tante, la sœur de sa grand-mère, elle va écrire sur cette femme, sur sa vie, mais aussi sur les échos que ça fait dans sa propre vie, dans les vies des femmes de sa famille. Et elle va aborder des thèmes très très durs, donc faites attention au trigger warning. Mais ce que moi j'ai le plus aimé, c'est la capacité qu'a Digli à dépeindre des émotions qui sont très personnelles, mais en même temps très universelles et qui font écho à quelque chose en nous, même si c'est pas la même émotion, si on n'a pas ressenti ça pour la même cause. Ça touche quelque chose en nous et ça j'aime bien, comme sa capacité à tirer des traits, des liens entre différents éléments et poser une réflexion ou voir un problème, une situation sous un angle différent. Et ça j'ai beaucoup aimé. Donc dans le vlog j'en parle un peu plus longuement sans m'étendre sur les choses qui m'ont touchée, parce que là c'est des choses très personnelles, mais préparez peut-être une boîte de mouchoirs si vous voulez lire Atteindre l'aube. Et dernier livre de littérature blanche que j'ai lu, et c'est une saga de littérature blanche que j'ai bien envie de continuer parce qu'en fait j'en lis très très peu. En fait j'en lis deux, et une qui en pose depuis bien longtemps. Et il s'agit donc en plus d'un des livres pour mon challenge 12 livres conseillés par 12 amis. Donc il s'agit d'Azami, qui est le tome 1 de L'ombre du chardon, écrit par Aki Shimazaki, je suis pas sûre de la prononciation, qui est une autrice japonaise. Pour moi, ce livre reflète un peu, mais c'est peut-être très cliché, et si c'est le cas, je m'en excuse, c'est vraiment par manque de connaissances, ce qu'est la littérature japonaise. On est dans une littérature très lente, j'ai trouvé, très centrée sur l'individu et sur le personnage, sur la caractérisation des personnages, sur leur vie, et en fait très tranche de vie où il se passe des choses, mais en même temps il se passe pas des choses incroyables, et ça prend son temps, et j'ai vraiment bien aimé. Ça a été une belle découverte, c'est très court, je l'ai lu très rapidement, et donc en fait on va suivre un homme d'une trentaine d'années qui dirige un journal local et qui a plutôt une vie d'homme de classe moyenne dans le Japon. Il est marié, il a 2 enfants. Dans le Japon d'aujourd'hui, enfin c'est écrit en 91, enfin ils ont une vie un peu normale, un peu moyenne au sens, une vie que tout le monde pourrait avoir. Il est marié, la seule chose qui va pas pour lui dans sa vie, c'est qu'il a plus de relations sexuelles avec sa femme depuis la naissance, je crois, de leur 2e enfant, donc ça fait plusieurs années. Et il fréquente donc pas mal d'institutions japonaises. Alors elles sont toutes décrites par le menu sur les différents types de services sexuels et de prestations sexuelles auxquelles il peut recourir. Et un jour, il va rencontrer une jeune femme. Et en fait, c'est une jeune femme avec qui il était à l'école primaire et dont il était très follement amoureux. Et entre eux va naître une relation étrange parce que cette femme est auréolée de mystère, et notamment de mystère sexuel, parce qu'elle c'est une travailleuse du sexe. Et la relation va prendre fin tout comme elle a commencé. On ne sait pas, il n'y a pas vraiment de raison, c'est assez flou et c'est hyper touchant
au final cette relation. J'ai vraiment bien aimé la relation entre ces deux personnages, ce qui se jouait à ce moment-là, sur aussi les questions d'infidélité, de rapport au sexe qui, à mon avis, même si au Japon c'est peut-être tabou, mais c'est tabou d'une autre manière que chez nous. C'est le seul livre que j'ai lu et c'est écrit en 91 où on parle de travailleuses du sexe de manière aussi libre avec des questions qui sont posées sur la rémunération, la sécurité, le consentement. J'ai trouvé ça très moderne, mais aussi sur cette thématique du sexe, sur un couple, alors ils appellent ça sexless, donc qui ne pratiquent pas de sexe entre eux. J'avais jamais lu d'ouvrage sur ça et j'ai l'impression que là, j'ai pas lu un ouvrage très militant ou reconnu pour son côté militant hors norme. Du coup, ça m'interroge aussi sur la place du sexe dans la société japonaise, avec à la fois ses points positifs et négatifs, mais en tant que roman et objet de littérature entre les mains d'une femme occidentale, j'ai trouvé ça hyper novateur et militant dans les thèmes abordés. Et le personnage de cette femme mère célibataire au Japon, travailleuse du sexe, vraiment une excellente rencontre littéraire. Et je vais lire les autres tomes, donc il y en a 5 en tout. Je crois qu'ils sont aussi petits que ça. Ça se lira très vite, il fait 115 pages à peu près. Et j'ai validé donc le premier livre, et pour le moment le seul, de ce challenge 12 livres conseillés par 12 amis. Et on passe aux essais. Et là j'ai lu 2 essais complètement différents. Le premier, c'est l'affrontement qui vient, et le sous-titre c'est de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme, point d'interrogation, écrit par 2 journalistes, Anthony Cortés et Sébastien Lurquin, je suis pas sûre de bien prononcer. Donc là on est dans le contexte français et c'est très important. L'idée c'est de s'interroger sur cette éco-résistance, les formes qu'elle prend, les acteurs qui gravitent autour de cette notion et surtout qui la composent. Et aussi d'essayer de catégoriser et de cartographier surtout cette notion. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Quels acteurs? Quels moyens? Par exemple, il y a la question du greenwashing qui se pose, il y a la question du militantisme, il y a la question de la collapsologie. Et dans les acteurs, il y a aussi une idée de vouloir cartographier. Alors après, on peut s'interroger sur la pertinence des critères, sur classer en fait les différents acteurs et notamment les différentes associations et mouvements. Par exemple, Alternativa, Dernière Rénovation, sur une échelle de la non-violence à la violence comme outil politique pour faire entendre ces revendications. Alors c'est plutôt pertinent la manière dont c'est fait et c'était très intéressant. Et une fois qu'on avait cartographié, ou plutôt que ces auteurs avaient réussi à nous faire comprendre leur sujet et aussi délimiter des contours qu'ils reconnaissent comme étant subjectifs par moment, parce qu'ils ont dû faire des choix, notamment sur les axes utilisés. On s'interroge au passage donc de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme, pour reprendre les termes du ministre de l'Intérieur, et s'interroger sur leur validité. Et à travers ça, et donc c'est quelque chose qui m'a plus intéressée, parce qu'autant la première partie que je vous ai expliquée rejoint beaucoup les programmes de lycée en sciences politiques et en sociologie. Donc c'était pas nouveau. Alors après c'était intéressant d'avoir des exemples beaucoup plus récents, vu que le livre a été publié je crois en 2021 ou 2022. Et donc je vous disais, après la deuxième partie c'est plutôt d'interroger donc ce glissement d'une éco-résistance qui est quand même positive à la notion d'éco-terrorisme qui là est très négative. Et dans ce glissement, l'idée n'est pas d'interroger la validité du combat écologique. C'est pas l'objet de ce que veulent faire les 2 journalistes. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont convaincus du combat ou parce que au contraire pas du tout. Et j'ai trouvé que justement d'ailleurs ils donnaient très peu leur avis et que c'était très intéressant. Et dans ce glissement-là, c'est aussi une manière pour eux d'interroger l'utilisation des outils institutionnels, notamment policiers et juridiques, qu'on met autour de ces mouvements écologiques. Dans ces chapitres-là, ils évoquent la question des renseignements. Ils vont aller voir les militants écologistes qui sont surveillés, interroger des personnes assez haut placées dans les échelles de renseignement. Et du coup, on comprend en quoi la figure de l'écoterrorisme est aussi construite par les outils qu'on lui oppose
et des outils qui sont de la même ampleur que pour le terrorisme religieux ou pour le terrorisme d'idéologie politique. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de voir concrètement comment l'appareil étatique s'empare de ce combat et le surveille et le contraint, et c'est aussi une manière pour le pouvoir de garder la face, mais aussi de pouvoir négocier qu'avec certains groupes et certaines associations que le pouvoir juge légitimes. Donc il y a aussi une stratégie politique derrière. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi, l'analyse des nouvelles lois qui sont passées, des lois très sécuritaires sous les quinquennats du président actuel, et voir les répercussions que ça peut avoir sur le mouvement écologiste et sur ses militants militantes, et aussi montrer en quoi ces lois sont par moments dictées un petit peu par l'urgence de combattre ce mouvement écolo. Donc c'était vraiment hyper enrichissant, hyper fouillé comme analyse, avec des témoignages essentiels. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est dans les quelques dernières pages, en fait ce glissement-là entre l'éco-résistance et l'éco-terrorisme, peut-être qu'il se fait par les acteurs lui-même et les actes qu'il et elle entreprend, et ça, sur ce point-là, les auteurs nous laissent libres de penser ce qu'on veut. En fait, ils ne donnent pas leur avis, et je vous laisserai faire votre propre avis, même si vous vous doutez sûrement du mien. Ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'éco-terrorisme, elle est aussi construite par le pouvoir politique parce qu'il lui oppose des outils normalement pour d'autres terrorismes, je vous disais, religieux et ou d'idéologie politique. Et c'est parce qu'on lui oppose ces outils-là qu'on le considère comme éco-terrorisme, et donc de ce fait, on le fait exister comme éco-terrorisme. Et en fait, ça rejoint l'idée que la déviance ou la délinquance, elle est forcément relative. Elle est relative par rapport aux normes qu'on fixe, qui sont plus ou moins mouvantes selon les époques, les sociétés, les groupes, mais aussi que de cette relativité de la définition se jouent des combats, en fait. Qui est du coup le terrorisme? Et c'est la question qui est posée à la fin du livre. Qui est le terrorisme? Les gouvernements qui ne font pas tout pour mettre en œuvre des solutions pour faire face aux problèmes climatiques, ou les personnes qui luttent avec des moyens parfois très très violents pour sensibiliser la population et faire en sorte qu'il y ait des politiques qui soient menées, et surtout pour sauver notre vie sur la planète. Ça, c'est des notions de sociologie derrière qui m'intéressent beaucoup, et donc le livre fait écho à ça. J'ai vraiment passé un super moment de lecture, il est très abordable comme essai, et vous n'avez pas besoin de connaître plein de choses en sciences politiques ou en sociologie, parce que les auteurs nous prennent vraiment par la main. Et encore une fois, c'était très intéressant et très fouillé comme analyse, très travaillé, il y avait de nombreuses sources. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Et dernier essai, et donc dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça va être sûrement plus court, c'est Courir l'escargot de Lorraine Bastide dans la collection Bestiale chez les éditions Lattès. Vous savez que j'adore Lorraine Bastide et ce qu'elle propose. Et donc ici, dans cette collection, l'idée est de partir d'un animal et de travailler cette figure de l'animal, de travailler à quoi il fait référence, etc. Et Lorraine Bastide a donc choisi l'escargot pour plusieurs choses. Et je vais essayer de les répéter, mais alors forcément un avec mon filtre et deux avec ce qui m'a marqué. Premièrement, l'escargot pour cette idée qu'il y a dans le texte de ralentir, et le besoin qu'on a de ralentir dans nos sociétés hyper productives, ou avec cette injonction plutôt d'hyperproductivité, d'hyperproductivisme, et les effets néfastes que ça peut avoir sur notre corps. Et deuxièmement, pour la question de l'escargot, sa bave est cicatrisante, et donc l'idée de prendre soin de soi, de se faire du bien sur la santé mentale. Donc ça, c'est des choses qui m'ont marquée. Et dans cet ouvrage, en fait, elle va tirer des liens entre la figure donc, de l'escargot, comme je vous le disais, notamment avec ces deux thèmes-là, et des choses qui tiennent à cœur à Lorraine Bastide, donc à la fois des choses très personnelles. Elle revient sur ses problèmes de santé mentale, sur la mort de sa sœur par féminicide, et en même temps sur des choses qui lui tiennent à cœur, mais au niveau sociétal, ces combats idéologiques, donc le féminisme, l'antiracisme, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et j'ai bien aimé le fait qu'il n'y avait pas d'ordre, que c'était un peu comme ça lui venait. Et d'ailleurs, elle en parle beaucoup
de la difficulté qu'elle a eu d'écrire, de la difficulté qu'elle a eu à rendre ce texte dans les temps, et ça fait écho avec ce que je vous disais, le besoin de ralentir. Donc c'est au fil de la plume quand même ce texte, mais les liens qu'elle tire sont toujours très saisissants parce qu'elle n'éclaire pas toujours le problème de la même manière. Et à partir de la figure de l'escargot, arriver à se poser des questions sur l'écologie moderne, sur le féminisme, sur l'intersectionnalité, c'est pas évident. Et encore une fois, ça montre comment ces dominations sont en fait ancrées dans tous les aspects de nos vies. Et grâce à ce livre, et enfin surtout à la métaphore de l'escargot, elle nous emmène dans un voyage mémoriel dans sa mémoire à elle, mais aussi dans la mémoire de la société, dans la mémoire de plusieurs femmes. Et ça, c'était intéressant d'avoir cette forme de continuité dans la discontinuité ou dans l'envie de rupture qu'elle peut avoir dans la forme du texte, mais aussi dans la société qu'elle pousse à amener. Et j'ai envie d'aller découvrir les autres textes de cette collection. Je sais qu'il y a Devenir lionne de Wendy Delorme, je ne sais pas pour les autres, mais ça m'intéresse beaucoup de voir comment les autres ont pu s'emparer de cette contrainte d'écriture, ou plutôt de cet exercice d'écriture de partir d'un animal et d'écrire un essai de 120 pages à peu près. Ça me paraît aussi intéressant intellectuellement, cet exercice d'écriture. Bon, et c'est ainsi que je vais clôturer cette vidéo. Donc 13 livres lus, je suis ravie. J'espère que je vais pouvoir lire autant en mars et autant dégommer ma pile à lire qui déborde, vraiment. Je vais aller ranger tout ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté.